Bonjour à tous, c'est Monsieur Dousseau et je suis en train de vous présenter votre premier cours virtuel. Il correspond à ce que nous aurions dû faire en classe, donc ce mardi matin. Je le fais le mardi, mardi, donc 16 mars. Avant de commencer le cours, je vais commencer sur quelques conseils, quelques points qui me semblent importants pour que vous suiviez ces cours virtuels. Donc le premier point, c'est d'écouter l'intégralité du cours une première fois. Le cours ne va pas être très long puisque la taille maximale des vidéos est de 15 minutes. J'en ferai donc plusieurs, entre 10 et 10-15 minutes. Donc vous l'écoutez une première fois et vous essayez de retenir ce qu'il dit. Ensuite vous le réécoutez une deuxième fois et à ce moment-là, il me semble très important de prendre des notes et d'essayer de retenir les points fondamentaux. De toute manière, je rappelle les points fondamentaux dans la série des diapos que je fais défiler. Alors, qu'est-ce qu'il est important de retenir en philosophie? C'est surtout les définitions. Alors les définitions, encore une fois, ne sont pas là pour le plaisir, pour faire plaisir aux profs, mais surtout parce que en philosophie, il faut savoir de quoi on parle, de quoi il est question lorsqu'on pose un problème. Alors du coup, la deuxième chose dont il faut se rappeler, ce sont des questions. Questions du bac. Et ces questions, ce sont des questions qui peuvent donc tomber au baccalauréat. Il faut donc que vous vous rappeliez qu'est-ce qui pose problème à propos d'une notion. Je vous rappelle en effet que les notions, qui sont des notions en programme, sont des notions problématiques. Or, si on vous fait travailler sur ces notions, c'est bien parce qu'elles posent problème. Alors c'est parti, je vais commencer à faire défiler le PowerPoint et voilà, donc le cours s'intitule « La vie en société ». Je devrais dire que c'est un grand 3, parce qu'il fait suite au cours sur la technique et au cours sur le travail que nous venons de faire. Et la notion qui est abordée, c'est la notion de la société. Vous verrez que finalement les problèmes que pose cette notion vont déboucher sur des questions relatives à la justice et à la politique. On commencera par poser une question. La question c'est « Pourquoi vit-on en société ?» Il y a un préambule à cette question, et ce préambule, c'est tout simplement que les êtres humains vivent en société. C'est un fait. C'est un fait indiscutable. C'est un fait que l'on peut constater même depuis l'apparition des hommes, des premiers hommes, des Homo sapiens, il y a environ 400 000 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve des traces d'Homo sapiens, on trouve toujours des traces de vie en société. Maintenant, voilà un fait, et voilà un fait qu'il faut expliquer. Donc, il faut essayer de savoir pourquoi est-ce que l'homme vit en société. Alors, pour cela, on va montrer que le premier lien, ce qui forme le premier lien entre les hommes, c'est le besoin. Nous avons besoin les uns des autres, alors ça c'est très abstrait de dire ça comme ça, mais plus encore, c'est parce que nous avons des besoins que nous vivons les uns avec les autres. Alors je reprends ce que je viens de dire, comme ça vous pourrez peut-être le prendre en note, mais de toute manière ça arrivera dans la suite du cours. C'est vrai que nous avons besoin les uns des autres, mais ça reste un peu abstrait parce qu'on n'a pas expliqué pourquoi. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le besoin, ce sont nos besoins qui font notre lien les uns avec les autres. Alors, pour justifier cette première idée, et donc pour le premier point de ce cours, comme je l'ai dit ici, on va s'appuyer sur un extrait d'un philosophe qu'on n'a pas encore vu cette année, et qui s'appelle Spinoza. Donc, extrait d'un livre, le seul livre, plutôt un des seuls livres qu'il ait publié, qui s'appelle le Traité théologico-politique. Alors vous savez que la tradition, c'est que lorsque l'on parle d'un philosophe, je le présente, donc je fais une rapide présentation de Spinoza ici. Je vous dis que c'est un philosophe hollandais du XVIIe. Le XVIIe siècle est un grand siècle philosophique qui, je vous le rappelle, comprend Descartes, Leibniz et Spinoza, ainsi que Galilée que nous avons déjà vu. Alors Spinoza j'écris que c'est un disciple critique de Descartes. Alors pourquoi un disciple critique de Descartes? Parce que Spinoza doit sa vocation philosophique à Descartes. Il a lu Descartes à 15 ans et ça a été pour lui comme une révélation. Et par ailleurs, ce qu'il faut retenir de Spinoza, si jamais vous avez en parlé dans une copie, ou en tout cas dans une étude de texte ou une dissertation, il faut vous rappeler que Spinoza est l'auteur de la première interprétation historique et rationnelle de la Bible. Cette interprétation historique et rationnelle, elle est entreprise dans le traité théologico-politique.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle une interprétation historique et rationnelle? Une interprétation historique, ça consiste à se demander à quelle époque et par qui ont été écrits les livres de la Bible. En d'autres termes, il s'agit de considérer que le livre a une histoire. Le livre a été écrit à une certaine époque de l'histoire, et donc qu'il a des auteurs. Même si l'auteur est Dieu, il a bien fallu quelqu'un pour tenir la plume, pour tremper la plume dans l'encre, et pour écrire sur des pages ce qu'on a retrouvé ensuite. Donc voilà les questions que se pose Spinoza, c'est qui l'a écrit? Qui l'a écrit et quand? Évidemment, au XVIIe siècle, ce sont des questions qui sont parfaitement hérétiques, parfaitement sulfureuses, et c'est pour ça que ces questions ont été très mal reçues par toutes les communautés religieuses de l'époque. D'autre part, Spinoza, je précise, entreprend une interprétation rationnelle de la Bible. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Spinoza se demande tout simplement qu'est-ce qui est compréhensible dans le texte religieux. Ce qui est encore plus anticonformiste à l'époque. Et du coup, Spinoza a longtemps été considéré comme athée, comme un philosophe maudit. Pendant 2 siècles, spinoziste était une injure, spinoziste, c'est-à-dire disciple de Spinoza. Et donc vous ne vous étonnerez pas que dans le même ouvrage, donc le traité théologico-politique, il soit défenseur de la liberté de pensée et de la liberté de croyance. Je passe maintenant au texte que je vais lire. Ça vous donnera un petit peu de temps. Donc, on est toujours dans le besoin comme lien fondamental, et je vais entreprendre la lecture du texte. On y va. La société n'est pas seulement utile aux hommes pour la sécurité de la vie. Elle a pour eux beaucoup d'autres avantages. Elle leur est nécessaire à beaucoup d'autres titres. Car, si les hommes ne se prêtaient mutuellement secours, l'art et le temps leur manqueraient à la fois pour sustenter et conserver leur existence. Tous, en effet, ne sont pas également propres à toute chose, et aucun homme n'est capable de suffire à tous les besoins auxquels un seul homme est asservi. La force et le temps manqueraient, donc, je le répète, à chaque individu, s'il était seul pour labourer la terre, pour semer le blé, le moissonner, le moudre, le cuire, pour tisser son vêtement, fabriquer sa chaussure, sans parler d'une foule d'arts et de sciences essentiellement nécessaires à la perfection et au bonheur de la nature humaine. Spinoza, traité théologico-politique. Je vais pas entreprendre ici une étude de la totalité du texte, j'en aurai pas le temps, je vais aller directement à l'essentiel, à savoir, qu'est-ce qu'il faut retenir du texte. Alors, donc, je l'écris dans vos notes que vous pouvez reprendre, quelle thèse pouvons-nous retirer du texte? Déjà, je répète ce que j'ai dit au départ, à savoir que la vie en société est, chez les hommes, chez les êtres humains, un fait universel, à savoir, tous les hommes vivent en société. Alors, je pourrais ajouter que on peut s'isoler, on peut vivre seul, mais pour vivre seul, il faut avoir déjà vécu en société. Si vous vous rappelez bien de ce qu'on a dit des thèmes de la technique et du travail, vous vous rappellerez que finalement, quelqu'un qui survit seul, c'est quelqu'un qui a appris des autres comment survivre seul. C'est-à-dire qu'il a appris toutes les techniques qui rendent possible sa survie dans un environnement sauvage. Donc, quoi qu'il arrive, on passe par la vie en société, même si l'on veut être seul. Alors maintenant, on revient à la vie en société comme fait universel, et on revient à la question qu'on pose, donc, pourquoi est-il absolument nécessaire de vivre en société? Et la réponse de Spinoza, elle est claire, c'est parce que un individu seul est incapable de produire tout ce qui peut permettre sa survie. Et ça se trouve ici. Aucun homme n'est capable de suffire à tous les besoins auxquels un seul homme est asservi. En d'autres termes, si on reste tout seul, on ne peut pas produire tout ce qui permet de satisfaire nos besoins. Quelles sont les conséquences ici? Eh bien, ce qu'il est nécessaire de vivre en collectivité. Et la thèse que l'on peut défendre, plutôt l'argument qui permet de défendre cette thèse, il est nécessaire de vivre en collectivité et que chacun peut produire alors une partie de ce qui peut permettre la survie de tous. Alors pour le dire très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire vivre en société? Ça veut dire qu'on se partage le travail, que certains plantent le blé, que d'autres moissonnent le blé, que d'autres encore réduisent le blé en poudre,
et ça je vous l'avais dit en cours, hein, c'est le meunier, et que d'autres encore font du pain. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, les conséquences, alors j'appelle des conséquences implicites du texte, mais qui sont à retenir, c'est que, premièrement, dans toute société, il y a division du travail, et que d'autre part, dans toute société, il y a échange de biens matériels. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le retenir en terminal S, parce que vous n'avez pas le thème des échanges au programme. Ça, c'est plutôt au terminal ES que ça s'adresse, mais rappelez-vous quand même que, donc, la division du travail engendre forcément des échanges. J'ai pas dit pourquoi, mais en fait la raison est assez claire. C'est-à-dire qu'une fois qu'un boulanger aura produit une centaine de baguettes, il va pas les garder pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les échanger. Et il va les échanger contre d'autres biens qui lui permettent de survivre. D'où le fait que dans toute société, il y a des échanges de biens. Et quand je parle de biens matériels, ce sont des biens qui rendent possible la survie, qui permettent la survie. Et donc, on va, pour finir cette première séquence, c'est que on va dégager deux autres conséquences du texte. Rappelez-vous la question initiale. La question initiale, c'est pourquoi vit-on en société? Eh bien, on a une première réponse. Cette première réponse, c'est, je l'annonçais au départ, on vit en société pour satisfaire ses besoins. D'où ce que je vous dis en premièrement, c'est qu'il y a un lien absolument nécessaire entre les individus, celui du besoin. J'aurais dû le souligner en rouge, soulignez-le vous-même en rouge. C'est le premier point à retenir absolument. La société est indispensable donc à la survie de chacun. Je répète et je relis. Premier lien entre les individus, c'est le besoin. Pourquoi vivre ensemble? Parce qu'on doit être avec les autres pour satisfaire ses besoins. Deuxièmement, les hommes ont un intérêt fondamental à s'associer. Et là, il y a un intérêt. Cet intérêt, c'est celui de la survie. On ne peut pas se passer les uns des autres. Donc, je résume ça ici. Ces deux points sont très importants à retenir lorsque l'on s'interroge sur la nature du lien qui nous unit et lorsqu'on se demande s'il n'y a pas d'autre motif de vivre en société. Le premier motif de la vie en société, vous pouvez avoir des sujets sur la société au bac, et rappelez-vous ce premier motif qui est toujours le besoin. Il y a une faiblesse naturelle de l'homme qui fait qu'il lui est impossible de satisfaire tous ses besoins tout seul. Par conséquent, il doit vivre avec les autres, et c'est pour ça qu'il y a vie en société. J'arrête là cette première vidéo, et à très bientôt pour la suivante.